Bien, aujourd'hui on va reprendre Velázquez, les Ménines de Velázquez et Lacan, et on va ajouter Picasso. Picasso a aussi peint les Ménines à sa façon, et on va mettre en perspective, en parallèle, ces deux peintres et Lacan, psychanalyste. On va commencer par reprendre ce qu'on nous disait dans la vidéo précédente qu'on avait consacrée à Velázquez et Lacan, et faire un petit résumé pour bien fixer certaines idées avant de passer à Picasso. Alors, on va commencer par un exemple qui est, je veux peindre cette statue. Bien, quand je vais décider de peindre cette statue, je vais choisir aussi la position. Donc c'est pour dire que ce que je vais peindre donc sur la toile de cette statue n'est pas une copie, c'est pas point par point ce qu'on peut voir de cette statue, mais c'est un point de vue personnel, et aussi je vais décider la lumière qui va frapper certaines parties de la statue pour mettre plus en évidence certaines parties de la statue. Ce qui veut dire que ce que je vais représenter sur la toile n'est pas une copie de la statue, mais est une représentation de la représentation que je me fais de la statue. Comment est-ce qu'on peut visualiser ça? Eh bien, avec le miroir. C'est-à-dire que je mets la statue au-dessus, je vois le reflet de la statue sur le miroir, et donc ce que je perçois dans le miroir est une représentation de la statue. Et donc, ce que je vais peindre, ce sera une représentation d'une représentation sur le miroir de la statue. Et c'est exactement ce qui apparaît dans le tableau de Velázquez avec le miroir au fond de la pièce. C'est-à-dire que Velázquez est en train de reprendre le couple royal, et dans le tableau, on voit que le couple royal est reflété sur le miroir au fond de la pièce. Et c'est ce qui fait dire à Foucault que le tableau de Velázquez, les Ménines de Velázquez, sont une mise en scène de la représentation de la représentation. Ce qui est l'enjeu principe de la peinture. Le deuxième aspect qui est très important dans le tableau, et aussi le lien avec Lacan, c'est que la représentation de la représentation, c'est-à-dire que ce que je vais dessiner de ce que je me représente de la statue, eh bien, ne dépend pas seulement de mon point de vue personnel, que j'ai sur le moment même, je veux dire, mais dépend aussi d'autres regards. Par exemple, le regard du maître qui a été pour moi comme peintre, qui m'a inspiré dans la technique. Dépend du regard aussi de la société, et que certaines choses, on ne peut pas les peindre. Par exemple, vous voyez ici le rideau qui cache un peu certaines parties du corps de ces personnages. Et aussi du regard de mon enfance. Voilà que la représentation de la représentation, c'est-à-dire ce que je vais regarder dans le miroir et me représenter de ce que je vois, eh bien, dépend également d'un autre regard. Et c'est ce qui apparaît aussi dans le tableau de Velázquez. Le tableau de Velázquez est truffé de regards. Chaque personne a un regard sur quelque chose, et certaines fois, des personnages ont un regard sur d'autres personnages. Ainsi, ce qu'on avait surtout mis l'accent dans la vidéo précédente, c'est que le couple royal aurait un regard sur l'infant, sur l'enfant, sur la petite princesse. Et à partir de ces deux aspects que je viens de détailler, eh bien, on passe facilement à Lacan et au schéma optique de Lacan. J'avais consacré, il y a plus d'un an, 4 vidéos sur le schéma d'optique, et on va voir comment ces deux aspects, qui sont dans les Ménines de Velázquez, eh bien, sont ce qu'on retrouve dans le schéma optique de Lacan. Très brièvement, ici,
on a le miroir concave. En dessous, on a le vase, les fleurs ici. Et alors, pour voir le reflet du vase, il faut se mettre dans une certaine position, dans une certaine position de regard. Et là, on voit apparaître le vase. C'est, quand on se regarde, c'est un peu le stade du miroir. Pour Lacan, l'enfant accède à son corps, pas directement, mais il y accède à travers la représentation qu'il voit sur le miroir. Donc je me regarde sur le miroir, je vois cette représentation, c'est la représentation de mon corps. Et ça, c'est une représentation, voilà, d'un objet que je me fais. Et donc, le corps, donc la représentation que j'ai, est une représentation d'une représentation. C'est-à-dire, ce que je me conçois comme image de mon corps, dans ma tête, c'est une représentation d'une représentation sur le miroir de mon corps. Et c'est le premier aspect qu'on voyait dans la peinture, dans les Ménines de Velázquez. Puis on disait que la représentation de la représentation dépend également après d'un regard. Effectivement, Lacan ajoutera un autre miroir ici, un miroir plan, qui est le regard, par exemple, le premier regard de la maman. Et ici, le regard. Donc, pour voir apparaître maintenant le vase reflété ici avec les fleurs, il faut que le miroir plan soit d'une certaine inclination, parce que si vous l'inclinez, on ne voit plus tellement. Et ici aussi, c'est important, parce que si le regard est un peu qui ne correspond pas dans une certaine position, il ne voit pas le reflet. Eh bien, là aussi, on voit ce qu'on disait avant, que la représentation de la représentation dépend du regard. Alors ici, au départ, c'est le regard de la maman qui va rendre, par exemple, votre corps désirable. Et c'est ce qu'on voit dans le tableau des Ménines de Velázquez, avec l'enfant qui a la partie, pour Lacan, la partie brillante qui est l'objet petit a, l'objet du désir, grâce à cette position, grâce au regard que portent les parents sur l'enfant. Et ici, on a l'ensemble de ce qu'on disait de la représentation dans le tableau, qui dépend aussi du regard. Nous allons passer maintenant à Picasso. Mais avant de passer à Picasso, on doit s'arrêter sur un troisième aspect qu'on n'avait pas vu dans la vidéo précédente consacrée à Velázquez et Lacan, qui est le suivant. Et pour le décrire, je vais faire un exemple, ici, une mise en scène pratique. Alors, dans le tableau des Ménines, on voit Velázquez dans le tableau, qui est en train de peindre le couple royal. Et c'est à peu près ce que je vais faire ici. Donc, je suis Velázquez, en train de vous peindre. D'accord? Et là, je vous peins. Ensuite, imaginez maintenant que vous revenez d'ici à une demi-heure et vous avez devant vous le tableau de ce que vous avez vu maintenant, que je suis en train de vous peindre. Alors là, vous êtes face après à une espèce de paradoxe, parce que vous avez le choix entre deux points de vue. C'est-à-dire que le premier point de vue, c'est qu'effectivement, vous êtes un spectateur, et vous êtes celui qui est peint par moi, hein, que je suis en train de vous peindre. C'était dans la réalité. Quand vous allez voir le tableau, vous allez être un peu surpris et vous dire que le peintre, c'est-à-dire moi, j'ai dû me voir pour peindre. Donc vous allez avoir la sensation, l'illusion d'être le peintre, d'avoir le point de vue du peintre. Voilà donc dans le tableau des Ménines de Velázquez, celui-là qui regarde le tableau peut simultanément accéder à deux points de vue différents. Donc, le point de vue de celui-là qui observe, comme c'était dans mon cas ici, que vous m'observiez
en train de peindre, et l'autre, c'est le point de vue du peintre qui est en train de peindre le tableau. Ce qui veut dire qu'en fonction de la position, vous rentrez dans le tableau ou vous êtes à l'extérieur du tableau. Voilà, ça c'est un peu... On peut être dans deux positions différentes, à l'intérieur et à l'extérieur. Eh bien, il y a une figure topologique qui décrit ce passage entre l'intérieur et l'extérieur sans qu'on se rende compte. C'est-à-dire que dans la même surface, c'est la bande de Möbius, c'est une des figures les plus connues, mais il y en a d'autres. Vous marchez, vous êtes à l'extérieur, et en marchant, après, vous êtes à l'intérieur. Vous pouvez passer d'un point de vue à l'autre, de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est à peu près ce même phénomène qui peut se retrouver dans l'observation du tableau de Velázquez. Très important, la figure topologique. Parce que ce que va faire Picasso, c'est que cette simultanéité de différents regards dans une même figure, eh bien, il va le peindre. Il va peindre ça. Quand il va peindre, par exemple, des visages, eh bien, il y a plusieurs regards dans le même visage. Et encore, ce que Picasso va faire, c'est passer d'un espace géométrique à un espace topologique. Bon, qu'est-ce que c'est que la topologie? Si je prends trois figures différentes, un cercle, un triangle, un carré, dans un espace géométrique, ce sont trois figures différentes. On les appelle cercle, triangle, carré. Dans un espace topologique, eh bien, c'est toujours la même figure. Donc, même le visage, comme fait par exemple Picasso, qui va faire le visage de la princesse d'une manière qui ne correspond pas vraiment au visage de la réalité, eh bien, c'est ce que permet la topologie. Dans l'espace topologique, cela est permis. Il y a un des plus connus psychologues du développement, Piaget, qui avait montré et démontré que le premier espace perçu par l'enfant, c'est un espace topologique. Par exemple, disait Piaget, un enfant qui va rentrer dans une classe, il va faire attention au rapprochement entre les objets par rapport aussi à des objets importants. Si à la maman, par exemple, dans la pièce, il va faire attention aux objets qui sont près de la maman. Et du coup, ces objets peuvent aussi avoir une certaine importance, et il va les percevoir plus grands aussi. Oui. Donc ça veut dire que dans un espace topologique, ce n'est plus comme dans les espaces géométriques. Ce qui est important, c'est la distance réelle, c'est le voisinage. Et c'est ce que va faire Picasso dans ses Ménines, dans son tableau qui représente les Ménines, c'est qu'il va respecter les relations entre les différents objets, mais l'espace réel n'est plus pris en compte. De même que les figures, les images, qui peuvent être agrandies, réduites en fonction de sa perception qu'il a lui-même. Et ça, l'enfant aussi fait comme ça. C'est pour ça que les enfants aiment bien les dessins animés où on peut voir une tête très grande avec un petit corps, par exemple. Vous voyez? Tous les éléments y sont. La tête, le corps, les jambes, les pieds, hein, et les mains. Les bras et les mains. Vous voyez? Mais la dimension change en fonction du regard que vous portez. Voilà le regard, l'autre aspect important, que Picasso va s'amuser à dessiner différents points de vue simultanément. La princesse a un regard ici, un autre ici. Le peintre Velázquez, il est très vers le haut. Et ainsi de suite. Voilà cet espace topologique. Bien, Lacan va un peu suivre ce cheminement, comme Velázquez
et Picasso. Il va pendant des années expliquer les deux aspects qu'on avait expliqués au départ avec le schéma optique, pour passer dans une phase intermédiaire qui est une explication de l'angoisse à travers le schéma optique, où il y a la topologie qui intervient. Et là, je vous conseille d'aller revoir une de mes vidéos sur l'angoisse et le schéma optique, que là vous allez voir très bien comment la topologie entre en compte dans cet espace géométrique. Et là on a un ensemble entre, voilà, une combinaison entre l'espace géométrique et l'espace topologique, pour arriver, comme Picasso, après à peindre la réalité psychique en termes d'espace topologique et de figure topologique. Au fond, la réalité psychique est une combinaison entre un espace des objets géométriques et un espace des objets topologiques. Mais pour parler de l'inconscient, comme Lacan l'a fait, il faut se déplacer surtout sur un espace topologique. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.